Communiquons la vie, la joie de vivre et les plus belles émotions dans Gamako Live, émission publique à caractère culturel et artistique. Gamako Live. Restez branchés. Production, réalisation, Gamako Entertainment. Gamako Live, plus qu'une émission publique, c'est un style de vie. Bonjour chers amis Gamakois et bienvenue à cette émission Gamako Life qui est une émission qui partage et qui communique la vie, qui communique des valeurs culturelles, qui communique des valeurs de résilience, qui mettent en évidence des personnes qui mettent tout en œuvre pour changer de façon positive les conditions de vie et les choses en Afrique. Même si elles sont sur le continent ou en dehors du continent, une seule action, militer en faveur de l'Afrique et du bien-être de l'Afrique. Aujourd'hui encore, nous recevons un groupe, un mythique groupe Rasta qu'on appelle Papa Mama Rasta Family. Un groupe que nous avons en direct actuellement depuis la France. C'est avec ce groupe que nous allons donc mener notre interview de ce jour. Alors, mesdames et messieurs, tout de suite, je vous présente maintenant Papa et Maman Rasta Family. Bonjour Papa, Maman Rasta Family, comment est-ce que vous allez? Bonjour la Côte d'Ivoire, que la paix de l'Éternel soit avec vous tous. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes enchantés d'être avec vous ce soir, de revenir un petit peu en Côte d'Ivoire parce qu'on y arrive et ça nous manque un peu. Effectivement. Alors, justement, c'est à l'occasion de votre descente, de votre venue en Côte d'Ivoire que nous nous sommes rencontrés. Oui. Voilà. Et justement, nous nous sommes rencontrés à Abobo. À Boisseau, pardon. Et c'est à cette occasion-là que, lors d'une petite interview, j'ai saisi un peu la petite quintessence de votre message. Et avant d'aller un peu plus loin, je vais permettre à nos téléspectateurs d'écouter cette vidéo. Et juste après, on revient pour continuer notre intervention. Allez dans les musées, à Stockholm, à Paris, vous allez trouver des malles entières écrites en langue africaine. En langue africaine. Des langues qu'on ne parle plus aujourd'hui, où on a même perdu l'écriture de ces langues. Mais comment nous, Rasta, enfants de Melchisedec, comment nous, l'Éternel nous ramène cette connaissance? C'est à travers l'Éthiopie. Car l'Éthiopie est le seul pays d'Afrique qui n'a pas été colonisé. Et l'Éthiopie a gardé le gueuse, une langue qui se parlait déjà même à 10 000 ans avant les Égyptiens, ils avaient déjà le gueuse. Donc ils avaient tous les écrits écrits en langue africaine, intouchés par l'Occident. Et c'est l'Éthiopie qui nous rappelle notre histoire. C'est l'Éthiopie qui nous dit qui nous sommes. C'est l'Éthiopie qui nous réexplique les grandes migrations africaines. À quelle année, à quelle époque on est arrivé dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Quel royaume on a créé. Et les royaumes, comment on est tous cousins. Comment le grand roi des Sawa est cousin avec le roi d'Éthiopie. Comment l'empereur d'Éthiopie est cousin avec le grand roi des Baoulés. Comment, etc. On est tous des cousins, les grands rois d'Afrique. Et c'est ça que Papa Mama Rasta Family sont venus réunir, car nous sommes les enfants du grand roi Lama Congo Pisando, l'un des plus grands rois d'Afrique. Et il avait dit une prophétie avant de mourir. Avant de mourir, il a dit « Mais mon sang reviendra unir tous les royaumes africains ». Et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors qu'on a dit à nos amis en France qu'on partait faire ça, ils nous ont regardé. Ils ont dit, mais vous êtes fous. Vous ne pouvez pas, vous tout seul, réunir tous les royaumes d'Afrique. On a dit si. Si l'Éternel est avec nous, on va le faire. Nous, on ne pourra rien faire, mais l'Éternel des armées, lui, pourra le faire pour nous. Rastafari. Alors, voilà cette interview-là que j'ai filmée avec vous à Boisseau. C'est cette interview-là qui m'a particulièrement marqué. Mais avant d'entrer dans les profondeurs du sujet, vous allez d'abord commencer par vous présenter à nos téléspectateurs. Bon, nous sommes des métis africains, de père camerounais pour ma part. De mère bretonne, Mama Rasta. Mon père est algérien, du sud de l'Algérie, et ma mère est ardéchoise, de France. D'accord. Voilà.
Nos Alors, parents, oui, nos oui, deux, nos deux parents étaient des grands footballeurs. Super. Nos pères étaient des grands footballeurs. Ils sont venus en Europe pour le football. Ils y ont trouvé l'amour. Ils ont créé leur famille. Voilà. Nos pères ont une grande histoire en Afrique, puisque moi, mon père a été entraîneur de Tonnerre de Yaoundé. Il a gagné 2 fois la Coupe d'Afrique des clubs champions. Le père de Mama, lui, a une grande histoire en Algérie, à l'époque de la guerre d'Algérie. C'est un héros de la guerre d'Algérie, malgré qu'il vivait en Europe. d'accord. Et donc, on a reçu de la part. Bon, je dois préciser que Mama Rasta est d'origine algérienne, mais sa famille est noire. Ce sont la grande tribu des Barakas. Les Son père barakas, est- c'est où ça, on peut préciser? Oui, alors justement, on va y venir. D'accord. Pour comprendre comment les royaumes africains se sont formés, il faut comprendre les migrations. Comment les migrations, parce que en fait, si on avait une carte, là, je vous montrerais que l'Afrique n'était peuplée que de l'Égypte en haut là-bas jusqu'en bas l'Éthiopie, ce qu'on appelait l'Afrique australe. D'accord. Donc, avec le Soudan, la Nubie, ça, cette région-là d'Afrique, elle a toujours été peuplée. C'est de là que vient l'origine de l'humanité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que en l'an 700, avant Jésus-Christ, il y a beaucoup, en fait, ce sont des Africains, ce sont des Noirs, mais qui vivent de l'autre côté, qui vivent dans le pays de Canaan, dans le pays de la Palestine, etc. Donc, ils vivent de l'autre côté. Et en 700, ils rentrent vers l'Afrique. Et donc, ils passent par l'Égypte, tac, ils vont créer leur migration vers chez vous, là-bas, etc. Ouais. Ils vont loin. Hein. Après, en 500, il y a une autre migration qui vient de ce coin-là, hop, qui aussi, ils ne peuvent pas habiter les terres australes parce qu'elles sont déjà habitées, donc ils rentrent dans les terres. Ils rentrent dans les terres. Et la dernière migration se fait en l'an 70, celle qui est le plus proche de nous, par exemple, nous les Camerounais, les Barakas aussi, la tribu de Mama. On est parti de Palestine, d'Israël, et on est arrivé jusqu'à Patros, en Éthiopie. Et là, dans tout ça, il y a des gens qui restent par là, il y a des gens qui continuent, Oui, etc. oui. C'est une migration. Et là, on a coupé tout droit, on est arrivé en Guinée équatoriale. Ensuite, celui qui nous a menés jusqu'à la Guinée équatoriale s'appelait Makota, ce qui veut dire l'ancien. Mais il a fait comme Moïse. Il n'est pas rentré dans la terre du Cameroun. Il est décédé en Guinée équatoriale. Il n'a pas vu voir sa terre promise, comme on dit, quoi. Effectivement. Et la tribu des Barakas, elle, s'est arrêtée au milieu. Elle n'est pas venue, elle n'est pas arrivée jusqu'en Guinée équatoriale avec nous. Et elle est remontée et elle s'est installée dans le sud de l'Algérie. Donc, pour comprendre l'évolution de la population africaine, il faut, comprendre les migrations. Alors là, je conseille à tous nos frères africains et africaines Cheikh Anta Diop, qui est un expert dans les migrations africaines, et tous ceux qui ont fait aussi des études après lui. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont fait des études après lui, et il y a des choses très intéressantes. Alors, donc, c'est déjà planter le décor de toutes les migrations des peuples africains qui montrent un peu l'interrelation qu'il y a véritablement entre tous ces peuples-là. Alors, aujourd'hui, Papa Rasta, Papa Mama Rasta, famille, vous êtes une famille de Rasta, vous faites de la musique reggae. Alors, quel est le message particulier que vous voulez véhiculer à travers votre musique aujourd'hui? Il y a beaucoup de messages qui passent à travers notre musique. Il y a le One Love, bien sûr, qui est la colonne vertébrale du rastafarisme. Et puis il y a le panafricanisme et l'histoire de l'Afrique. Mais attention,
c'est pas pour rien qu'on est comme ça. Ah. Parce que quand nous étions jeunes, moi je suis nantais. D'accord. Et à Nantes, il y a une longue tradition afro-caribéenne. Je te prends un exemple. Quand nous, on était jeunes, on allait à la boum. Et à minuit, la musique s'arrêtait et tu avais un vieux qui venait et qui nous racontait une histoire, l'histoire de Cheikh Anta Diop, l'histoire de Cheikh Amadou Bamba, l'histoire de Kenyatta, l'histoire d'Ali Selassie, l'histoire même le Kunta Kinte. On était au courant même avant que le film sorte. D'accord. Donc, c'était leur façon à nos pères qui étaient en Europe de nous transmettre l'histoire de l'Afrique, de ses héros surtout. Parce qu'ils nous ont beaucoup parlé aussi, surtout des résistants africains, ceux qui ont résisté à la colonisation, à l'esclavage, ceux qui ont collaboré pour qu'on connaisse notre histoire exacte. La fausse idée que les rois ont vendu les esclaves et tout, ça c'est une idée typiquement fasciste. Si on regarde bien l'histoire des grands rois d'Afrique, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Au contraire, les familles ont été décimées, les enfants ont été enlevés en Europe, en Amérique, dans les îles, etc. Et souvent, il y a eu des remplacements par des gens qui n'avaient pas le sang. Donc, toute notre histoire, elle est très dure à regarder. Déjà, elle est très dure sentimentalement. C'est une histoire de crime, c'est une histoire d'horreur, l'histoire du peuple noir. Effectivement. Et donc, c'est pour ça qu'on accepte que personne ne fasse de leçons sur la souffrance, la morale et l'éducation, tu vois. Asbasta, parce qu'on a eu notre part de ce côté-là. Bien sûr. Parce que quand un peuple croit que Dieu l'a abandonné, parce que pour voir ce qui s'est passé, c'était terrible, hein. Effectivement. Il se retourne vers qui? Il se retourne vers quoi? Eh bien, un peuple, quand il pense que Dieu l'a abandonné, souvent il se retourne vers ses ancêtres. Exact. Et c'est ce qui s'est passé en Afrique. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fausses traditions qui sont rentrées dans les traditions africaines à cause de l'esclavage. On empêchait les gens de s'aimer, de créer des familles, et on les dispersait dans les différentes plantations, dans les différentes colonies. Si par exemple un couple était là, on vendait l'homme à une autre plantation. C'est ça. Donc, tous ces dérives culturelles, c'est ça que notre musique ramène, c'est-à-dire l'ordre de Melchisedec. Comment étaient nos traditions il y a des milliers, des milliers, des milliers d'années, avant toutes ces fausses traditions traditionnelles qui nous ont été imposées par l'esclavage, par la colonisation et par la destruction de nos cultures. Donc c'est encore un pas qui va encore plus loin en arrière. Par exemple, si on parle du côté spirituel, oui. Ça fait on a gardé l'autel à la maison, comme c'était il y a des milliers d'années. On prie en famille avec l'autel à la maison. On ne prie pas dans les églises, dans les mosquées, dans la rue, je ne sais pas où. On prie à la maison, comme c'était, il y a l'autel familial à la maison. Comme c'était à l'époque des anciens Égyptiens, avant que Melchisedec transmette la connaissance à Abraham. Et pourquoi il lui a transmis cette connaissance? C'est parce qu'en Égypte, ils n'ont pas respecté la loi du Tout-Puissant. Ils avaient plus beaucoup de dieux, etc., et des sacrifices, etc. Donc, tout cela a créé que la connaissance est partie vers Abraham et qu'il a enseigné à son peuple.
Mais quand on parle de ça, on parle que du peuple noir. Hein. Il n'y a pas d'occidental là-dedans. On est contre black. Et ça, il faut le comprendre quand on parle de l'Islam. Et c'est là que l'Éthiopie est importante, qui nous rappelle les coutumes des gars, leurs couleurs, leurs pannes, etc. dans les écrits. Et là, on voit bien qu'on a affaire à un peuple noir. Je veux dire, c'est clair quand on lit la liturgie éthiopienne. Donc, c'est toute cette connaissance qu'on ramène à travers notre musique. La connaissance de Melchisedec, quelles sont les vraies et les réelles traditions africaines. On déplore celles qui nous ont été imposées. Oui. On rappelle celles qui nous viennent vraiment de nos pères. Et on sait faire cette différence. C'est ce qu'on a demandé à Dieu aussi. Parce qu'on était dans un monde très... Babylone, Babylone, ça veut dire la confusion. Oui. Donc, on était dans ce monde. Donc, on a demandé à Dieu la clairvoyance qui nous donne la clairvoyance pour pouvoir voir toutes ces choses. Parce qu'il n'y a que lui qui ouvre les yeux, qui ouvre l'esprit, qui ouvre le cœur. Exact. Bon, si tu vas vers lui, il ira vers toi quand même, je pense. Effectivement. Il ne va pas t'abandonner. Il va toujours t'apporter son soutien. Alors, c'est vraiment profond le message que vous délivrez donc à travers votre musique. Et aujourd'hui, vous avez un combat qui est de participer, en fait, de faire votre part pour ce qui est de la réunification des peuples, des peuples africains, pour qu'on revienne un peu à l'origine, pour qu'on sache que nous sommes tous des frères, que nous avons été tous à un même endroit, peut-être au départ. Et votre combat, c'est aussi cela. Mais aujourd'hui, quelles sont les actions que vous menez concrètement pour arriver à cela? Parce que dans l'interview tout à l'heure, en début d'émission, vous avez dit que vous savez que vous ne pouvez pas le faire seul, mais avec la force de Dieu, vous le ferez. Donc, mais quelles sont les actions donc, que vous menez aujourd'hui? Eh bien, à notre niveau, à notre petit niveau, en dehors de notre spectacle, de notre show, on a créé une émission qui s'appelle le Papa Rasta Show. C'est ça. Où, à la base, on interviewait des artistes. C'est-à-dire des artistes qu'on croisait dans les festivals et qu'on trouvait génial et qu'on ne voyait pas à la télé, à la télévision, à la radio. Alors, on s'est dit, tiens, on va les interviewer, puis on va créer une émission des artistes qu'on croise dans notre vie, etc. Et puis, comme on vient d'une grande famille sportive, oui. On a toujours eu rêvé de faire une chronique sportive. Les enfants ont toujours eu envie de faire ça, donc une chronique sportive dans notre émission. Alors, on s'est dit, si on veut essayer d'apporter quelque chose dans l'Afrique, on va faire une émission panafricaine. Et comme nous-mêmes, nous sommes descendants des grands rois d'Afrique, un jour, peut-être, je vous expliquerai ma filiation aussi à Mama, qui est une grande reine d'Afrique aussi. Donc, on a décidé, nous, qu'on appliquerait ce qu'on appelle notre prophétie familiale. Parce que notre nom, c'est Kinyamoudio. Kinyamoudio, ça veut dire, selon les langues camerounaises, la marée des rois, le temps des rois, ou les rois envoyés du ciel, selon les tribus. Donc, nous, à travers notre émission, en dehors des artistes qu'on peut toucher dans chaque pays où on va voir les chefs et les rois. Et à travers un mode d'interview, on leur enseigne aussi Rastafari. On leur enseigne aussi l'unité et l'importance du panafricanisme aujourd'hui. En général, on le fait en off. C'est des choses qui se font en off. Mais le travail avance. Donc, nous,
C'est notre mission qu'on s'est donnée, parce qu'on n'est pas des politiques, nous sommes que des artistes. C'est ça. Donc, on sait, à travers notre émission, parce qu'on connaît l'Afrique, on sait que les rois et les chefs ont une grande importance dans la vie sociale réelle. En Afrique, oui. En Afrique. Donc, c'est la mission qu'on s'est donnée, Papa Mama Rasta Family, aller enseigner Rastafari à tous nos chefs et à tous nos rois qui, eux, par la suite, pourront enseigner à leur peuple et ils sauront comment le faire, dans quelles conditions et comment donner cette fibre panafricaine au peuple. D'accord. Voilà. Alors, justement, vous étiez en train de parler donc de rencontres avec des chefs de village. Quand vous étiez arrivé à Boisseau, vous avez rencontré également effectivement un chef de village. Qu'est-ce que vous avez appris aussi à partir de cette interview que vous avez eue avec le chef de village de Kofikro, par exemple? Alors, nous, déjà, de notre côté, à notre niveau, alors c'est marrant, c'est parce que c'est pas que nous, on a appris déjà l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire des migrations, les peuples qui sont venus, quels sont les chefs qui ont régné. Donc, on a appris beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire. Mais ce qui était marrant, c'est que quand je montais les émissions là-bas sur place, que je faisais les pré-montages, il y avait plein d'enfants autour de nous. Ouais. Et il y a les gens qui écoutaient aussi à Kofikro. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils apprenaient en même temps. Bien sûr. De leur propre vie. Et ça, c'était formidable. Là, on a appris énormément auprès du chef Manan James Kwame II. C'est un grand intellectuel et vraiment, il nous a ravis à ce niveau-là. Alors, je vais lancer une petite news. Notre maire de notre village est très intéressé pour faire comment on appelle un jumelage. Un jumelage. Ouais. Un jumelage entre ce magnifique village de Kofikro et notre village, le village natal, en fait, parce que moi on habite dans le village natal de Mama Rasta. Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est effectivement, ce sont les résultats de votre combat, c'est effectivement de permettre à ce peuple africain-là de toujours rester en contact avec tous les autres peuples et que cela puisse profiter à tout un chacun. Je pense que ce serait une très très bonne nouvelle pour ce village d'entendre voilà, qu'il y a un jumelage qui peut se faire et qui va participer donc à l'amélioration de certaines choses, de certaines conditions également dans ces villages-là. Alors, tout à fait. Que les échanges sont très importants parce qu'aussi bien d'un côté comme de l'autre, aussi bien en France, de montrer comment vivent les enfants là-bas, comment est l'école, comment sont les problèmes qu'ils rencontrent dans la vie tous les jours, par exemple les coupures d'eau, d'électricité. C'est ça. En France, on n'a pas ça, sauf quand on ne paye pas, mais bon, encore un peu tranquille, il y a moyen de négocier. Et en tout cas, et pour les enfants aussi africains, de voir que aussi en France, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas aussi facile que exactement. Qu'ils ont aussi d'autres soucis, d'autres problèmes qu'ils ne pouvaient pas imaginer en étant là-bas. Donc c'est important qu'il y ait toujours un lien entre nos deux continents à travers nous, parce que déjà nous sommes métis, donc c'est important que les deux côtés on comprenne qui est l'autre et bien sûr. Pour pouvoir qu'il y ait un respect mutuel qui s'impose. D'accord. Alors c'est des actions comme ça justement qui véritablement nous intéressent parce que c'est la partie concrète des choses. À travers votre musique, vous passez un message, vous délivrez un message qui demande au peuple africain de reconnaître à son origine, de se réunifier, de se mettre ensemble, tout cela. Mais sur le terrain, vous menez également des actions. Vous vous déplacez, vous allez en tournée, vous rencontrez des gens, vous apprenez à connaître les gens, les autres.
Et ça donne de bons résultats. Mais ce que j'aimerais maintenant vous demander pour ce petit temps, enfin, pas un petit temps parce que ça fait un bon bout de temps que vous êtes dans cette mission, mais lorsque vous venez en Afrique, est-ce que dans la mentalité des gens, la façon dont vous voyez un peu l'esprit, l'état d'esprit des Africains, est-ce que vous pensez que l'Africain lui-même, il a conscience de ce fait qu'il doit véritablement revenir à ses sources, revenir à son origine, pour non seulement mieux se rencontrer, mieux se connaître, pour améliorer les conditions de vie dans lesquelles nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous savons que l'Afrique, à l'origine, c'est un peuple pacifique, c'est un peuple qui réglait ses problèmes de façon naturelle. On avait des traditions qui permettaient de le faire. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de guerres, de crises en Afrique. Comment est-ce que vous pensez que donc, ces Africains-là, ils arrivent à intégrer ce concept? Est-ce qu'ils sont véritablement partants pour cet état d'esprit-là, reconnaître qu'il faut revenir à l'origine? Est-ce que vous pensez que ça peut aller, d'après vos tournées? Alors, oui. La réponse est oui, clairement. D'accord. Pourquoi alors? Maintenant, je vais te dire pourquoi je dis oui. Parce que partout où nous sommes passés en Afrique, on a ressenti chez les gens cette petite flamme intérieure, même si elle était submergée par, on va dire, Babylon System. Mais elle était toujours là. Et plus on chantait, plus on la voyait sortir. Donc, tout est une question de conscience, d'éducation et de niveau de conscience. Mais je crois que le peuple africain est prêt à rentrer dans un certain niveau de conscience et d'éducation et de connaissance. Haïli Sélassié, il était de concession, je crois, religieuse. Il était chrétien. D'accord. Il s'est uni avec des animistes, des musulmans, des gars qui avaient même des rites anciens comme les Dogons, tout ça, des gars vraiment. Il s'est uni avec des gens qui n'avaient pas du tout sa foi. Mais ils se sont unis pourquoi? Parce qu'ils avaient compris qu'au-delà de leur foi, il y avait une réalité planétaire et un combat des blocs. C'est clair. Donc, si tu es dans un niveau de conscience où tu n'as pas compris ça, tu vas toujours te battre pour ton petit truc là. Bien sûr, oui. Oui. Si tu es dans un autre niveau de conscience, tu vas toujours te battre pour ta vie. Hein. Ce n'est pas le problème, tu ne vas pas t'arrêter. Ouais. Mais tu vas faire les choses différemment. Et tu vas te rapprocher des gens qui ont ton niveau de conscience pour pouvoir créer des choses ensemble. Donc, c'est par le niveau de conscience et par l'éducation de nos enfants. Donc, l'éducation a énormément d'importance. Donc, les programmes éducatifs, dans quel sens on éduque nos enfants? Ouais. Ensuite, il y a un autre problème. Mais Rasta l'a réglé en une fois. Lequel? C'est le tribalisme. D'accord. C'est le tribalisme. Je ne vote pas pour ce monsieur, malgré que j'aime bien ses idées, oui, parce qu'il n'est pas de ma tribu, oui. On a réglé ça une fois. Et comment? Vous pouvez nous dire comment est-ce que c'est réglé? Si on accepte que nos migrations africaines se sont faites à partir de la Palestine, du pays de Canaan, du pays de Couche, ça veut dire qu'on est quoi?
Ah, Ça veut dire qu'on est le peuple d'Israël. Israël, oui. Ça veut dire qu'on est le peuple d'Israël. Est-ce que dans le peuple d'Israël, il y a Baoulé? Il y a Douala? Non. Il y a la tribu de Benjamin, il y a la tribu de Gad, il y a la tribu d'Acher, il y a la tribu de Zabulon, il y a la tribu de Joseph. On connaît nos tribus. Et comment nos tribus reviennent? C'est là que vous allez voir la puissance de Jah. Ouais. Voilà alors que notre majesté de son vivant, il réunit toutes les concessions, c'est-à-dire il appelle des musulmans, il appelle des Indiens, il appelle des hindous, il appelle toutes les sensibilités religieuses. Et il leur parle. De cette réunion, il y avait un Américain, je crois qu'il s'appelait Livingstone, un truc comme ça. Il a fait un livre parce qu'il était à la réunion. Et il a raconté dans le livre ce que notre majesté a dit. Voilà alors que le livre, il a tourné dans la diaspora, on va dire anglaise au début, des gens qui parlent anglais. Hein. Ouais. Au début, jusqu'à personne ne comprenait le livre. Voilà alors qu'il y a un gars en Jamaïque qu'on appelle Gad, le prophète. Après, ils l'ont appelé le prophète Gad. Lui, il a lu le livre et il a tout compris. Et c'est là qu'il a expliqué. Il y a 12 mois dans l'année. Voilà ce que notre majesté nous a dit. Il y a 12 mois dans l'année. Chaque mois représente une tribu. Ce n'est pas toi qui décides que tu es de telle tribu ou de telle tribu. Ça a déjà été décidé là-haut dans le ciel. Parce que ce n'est pas toi qui décides du jour de ta naissance. Ouais. Donc, on a regroupé les tribus. Si tu es né en janvier, tu es Benjamin. Naphtali, tu es Naphtali. Si tu es né en février, comme moi ou comme Marley, on est de la tribu de Joseph. Il n'y a plus de Douala. Oui, c'est clair. C'est fini. Et là, on retrouve nos vraies racines. Nos vraies racines du peuple d'Israël. Ma grand-mère, quand j'étais au Cameroun, mes cousins, ils allaient souvent en boîte de nuit, tout ça. Et moi, comme j'arrive au Cameroun tard, donc j'arrive vers 17-18 ans. Donc moi, je reste plutôt à côté de ma grand-mère. Je me rappelle, j'avais un petit cousin, il s'appelait Otto. Maintenant, il est procureur de la République au Cameroun. Mon cousin, je l'embêtais. Je lui disais, tu restes avec moi, mon petit cousin, parce que moi, je ne parlais pas bien Douala. Donc, je voulais qu'il me traduise ce que ma grand-mère me disait. J'avais demandé à ma grand-mère, mamie, on vient d'où? On vient d'où? Elle me répondait en Douala, Wapoe et Oudi. Wapoe et Oudi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je demande à mes cousins, c'est quoi Ewoudi? C'est quoi Ewoudi? Personne ne sait ce qu'on me dire ce que c'est Ewoudi. C'est des années après que j'ai appris que Ewoudi, c'est tribu d'Israël. Ah, d'accord. Yehoud. Des années après que j'ai appris que Douala, c'était Juda. Quand on disait Douala Mangabel, on dit Juda Maccabi. C'est des années après que j'ai appris que les Bamilékés étaient les Amolékètes de la Bible. C'est des années après. C'est pour ça, je vous dis, c'est une longue étude. Que les jeunes ne se pressent pas dans cette étude. Ouais. Et qu'ils vérifient tout par eux-mêmes. C'est-à-dire, quand moi je parle de quelque chose, j'ai vérifié. Hein. J'ai vérifié bibliquement, coraniquement, avec les intellectuels que je pouvais aller chercher des preuves, des réalités. C'est un long parcours pour acquérir cette connaissance. Et vous aurez beaucoup de gens qui vous mettront des barrières dans cette connaissance. Parce que quand tu vas dire au peuple africain qu'il est le peuple d'Israël, tu vas avoir des problèmes. C'est ça. Ça, c'est clair. Donc maintenant, lui enlever l'image du Jésus blanc,
du Moïse blanc, lui enlever cette image, lui enlever l'image de Mahomet blanc ou arabe, alors que Mahomet c'est black man comme toi-même. Pas comme nous là. Mais Oui. Noir comme toi. Donc tu vois, toute l'histoire des prophètes vient du peuple noir. Ils ont copié, et ça a commencé dans l'Égypte antique. L'Égypte antique, les Grecs ont copié nos religions. Ils ont commencé à faire une religion avec Isis, avec Zeus. Ils ont fait comme Isis, Osiris, tout ça. Ils ont fait la même chose avec d'autres noms, d'autres divinités. Les chrétiens, le Christ, bon, ils ont fait la même chose avec Moïse. La même chose. Ils ont repris encore alors l'histoire, parce que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment les Blancs hébreux rentrent dans cette histoire. Dans cette histoire, oui. Ben oui, alors dites-vous bien qu'avant le 8e siècle, tous les Hébreux ou Israélites étaient noirs. Voilà qu'au 8e siècle, il y a un peuple qui s'appelle les Khazars, qui vivent dans les Balkans. C'est un peuple de commerçants, ils ont des bateaux, tout ça, tout ça. Et ils sont entourés de l'Empire ottoman, l'Empire musulman et de l'Empire chrétien. Et eux, ils sont païens, ils n'ont pas de religion du livre. Donc les deux, là, leur disent, choisissez une religion, autrement on vous détruit. D'accord. Et ils ont choisi la religion hébraïque. Pourquoi? Parce qu'ils étaient commerçants et le Christ avait interdit l'usure. C'est ça? Le prêt avec intérêt. Le prêt avec intérêt. Ah, d'accord. Le Christ l'avait interdit et Mahomet aussi l'avait interdit. Donc, il n'y avait que dans la religion hébraïque qu'ils pouvaient trouver un sens à leur business. Si. Donc, ils ont pris la religion hébraïque. Et c'est de là que viennent les Juifs blancs. Après, ils sont partis. Il y en a qui sont partis en URSS, il y en a qui sont partis en Europe, il y en a qui sont partis en Afrique, il y en a qui sont partis un peu partout. Et après, c'est l'histoire du peuple juif qu'on connaît. Mais ce ne sont pas les Hébreux de l'origine. C'est des convertis au judaïsme. Mais ils ne sont pas les Hébreux d'origine. Et ils le savent très bien. Donc, c'est pour ça qu'avec Rasta, ils ne discutent pas trop. Hein, parce que... oui, parce que lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui connaît l'histoire, vous ne pouvez pas discuter. Oui, mais par contre, on a des copains juifs ici en France qui, eux, savent tout ça et sont Rasta d'ailleurs. Et ils ont les mêmes idées que nous. Hein. Attention, on a des bons copains juifs en France. Attention. Donc, moi, j'ai des amis depuis des années. Hein. C'est pas aujourd'hui. Donc, c'est pas une question d'antisémitisme. Moi, mes potes juifs, ils pensent comme moi. Hein. Tu vois papa et tu vois Jonathan Villa, c'est la même. Hein. Donc, c'est ça. Donc, on est vraiment... Dieu nous a donné comme une bibliothèque ambulante. Oui. Tu vois? Pour notre peuple. Mais comment, au niveau de l'éducation, comment est-ce que vous pensez que ces informations-là peuvent se transmettre? Parce que, d'après ce que vous-même vous venez de dire tout à l'heure, ce ne serait pas facile. On ne va pas laisser transmettre cette information réelle, vraie, là, facilement, aussi facile que ça. Donc, quelles sont les solutions que vous pensez qu'on peut mettre en œuvre? Jah Rastafari, depuis le début de l'esclavage, on se transmet les messages par la musique. D'accord. Et par l'écriture, par l'art en général, la culture. Le peuple noir a cette capacité avec deux accords d'en faire quelque chose de magique. Parce que l'inspiration vient du Très-Haut. Ouais. Donc, il a toujours inspiré son peuple. C'est pour ça qu'on est le peuple d'Israël. Écoutez le gospel, écoutez la musique, le blues, le jazz, toutes ces musiques qu'on pleurait vers l'éternel pour qu'on sorte de l'esclavage. Et il a entendu nos pleurs. On est sorti de l'esclavage. Et le peuple africain est très sensible à la musique et aux
au message dans la Oui, musique. oui, oui. Parce que, indépendamment de nous, on a vu beaucoup en Côte d'Ivoire d'artistes qui étaient conscients de ça et qui transmettaient ça dans leurs chansons, dans leurs textes, dans différentes choses. Donc, ils sont, il y a un foisonnement d'artistes qui sont là justement pour propager ces messages-là. Et de plus en plus de gens s'y mettent, quoi. En parlant d'artistes, je voudrais vraiment faire un big up à Jalevi, qui nous a accueillis avec toute sa famille, tous ses amis là-bas à Koufou. Vraiment, ils nous ont accueillis, c'était magique, c'était fantastique. Vraiment, c'était extraordinaire. On a des vibrations, tu sais, parce qu'on a fait du son, on a fait de la musique, on a créé des morceaux. Tu vois, c'est pour ça que Mama Rasta te dit, ils ont aussi une profonde connaissance et envie de propager leur musique. D'éduquer les gens avec la musique. Parce que Jalevi aussi, il a des textes très profonds et on a vu beaucoup d'artistes aussi en Côte d'Ivoire, du Burkina, du Togo, de Ghana. Parce que ce que les gens Donc, il y a une union déjà entre les artistes. Forcément, c'est l'art qui est prédominant avant toute chose. Donc, en général, c'est les artistes qui lancent les mouvements et puis le peuple, petit à petit, il s'y met et les choses se font et c'est ce qui se passe actuellement. Parce que notre venue en Côte d'Ivoire n'a pas réveillé que les artistes ivoiriens. Il y a aussi des gens qui sont venus du Togo, du Ghana, du Burkina Faso pour nous voir, pour discuter avec nous. Et nous, la constatation qu'on a faite chez les Rastas qu'on a croisés, c'est qu'ils ne connaissaient pas le haïtal. C'est ça qu'on a vu. Et nous, c'est ça qu'on a enseigné surtout à nos frères Rastas. On leur a expliqué l'importance du haïtal. Ceux qui étaient musulmans, on leur a montré avec le Coran. Ceux qui étaient de tendance chrétienne, on leur a montré avec la Bible. Ceux qui étaient animistes, on leur a montré avec la nature. D'accord. Alors, c'est vrai, il y a forcément des artistes qui essaient de sortir du lot et qui essaient de transmettre des messages. Ça, c'est clair. Mais le constat également qu'on fait, c'est que aujourd'hui, nous sommes dans un système de médias qui fait que la plupart du temps, ces gens d'artistes qui transmettent des messages, qui véhiculent des messages forts, on ne les voit pas souvent. On ne les voit pas véritablement très souvent diffusés sur les médias. C'est la plupart du temps, voilà, les autres artistes qui chantent des musiques juste pour danser. Donc, dans ce genre de cas-là, comment est-ce qu'il faut faire pour que ces autres artistes-là, qui transmettent véritablement ces messages forts, comme Bob Marley le faisait dans le temps et qui a réussi à couvrir tout le monde entier, comment est-ce qu'on fait pour que ces artistes qui transmettent des messages-là puissent avoir une place de diffusion, une place de propagation de leur message? Alors c'est là que tout le monde, quand on dit artiste, il y a artiste et artiste. Nous, ce qu'on a fait, c'est exactement ce qu'on fait en France quand on est venu en Côte d'Ivoire. On a été joué dans les endroits de Sougoun. Et là, on a été démarché. Bon, après, on démarchait, puis les gens nous appelaient. Mais bon, on a été démarché dans les endroits où ils passaient la musique ivoirienne. Ivoirienne. Et on a tapé notre reggae là. Mais mince. Après, on s'est fait. Tu sais que dans chaque village, il y a un groupe de tempa. Oui. Les percussions. Si. Donc, comme les enfants nous aimaient beaucoup, ils disaient Papa Rasta et Maman Rasta, ils doivent jouer. Et nous, on branche. Donc, on se retrouvait à jouer dans les villages. Alors, je ne sais pas si c'est notre vibration, parce que nous, on est des Rastas en France des campagnes. On n'est pas des Rastas des villes. On ne vit pas dans la ville. Si là, je te montrais chez moi, tu verrais, je suis à la campagne. Oui.
Donc, on a l'habitude des campagnes. Mais je ne sais pas, je pense qu'il faut qu'ils aillent jouer dans les villages. Il faut que les Rastas de Côte d'Ivoire, ils aillent jouer dans leur peuple, comme nous on a fait. Dans les endroits où on les attend pas, en fait. Il faut que le reggae puisse aller partout. Oui. Mais ça, c'est le travail de tous les artistes pour que tout le monde puisse entendre ça. Parce que dans le village où on était à Kofikro, à partir du moment où les gens ont senti la vibe, ont écouté les messages, ils étaient tous partants, ils étaient tous OK pour ça. Mais ça ils étaient contents, mais il fallait aller vers eux. Ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, nous, on vit vraiment de la musique. Donc, on peut faire des trucs de fou parce qu'on n'a pas un travail qui nous permet. Nous, quand on était en Côte d'Ivoire, hein, si on ne jouait pas le week-end, on n'avait pas d'argent pour manger la semaine. Hein. Attention, c'est pas des stars, machin, que les gens ne s'imaginent pas ça. Oui. On nous a pas tout payé de A à Z pour faire ça. Nous, on a tout fait par nous-mêmes. C'est-à-dire, comment vous expliquer? C'est-à-dire, on jouait dans les endroits où on pouvait jouer. Mais alors, le résultat, les gens, comment ils aimaient notre musique. C'était dingue. Oui. Par exemple, je te prends un exemple. Je vais te dire ça, c'est pour les artistes ivoiriens que je vais parler. Voilà, alors que je me suis fait un copain qui vendait des télévisions au marché. Marché d'où? De Kofikro. D'accord. Il vendait les télévisions là. Oui, Kofikro. Donc, Kofikro, on rappelle toujours aux téléspectateurs, Kofikro, c'est un village qui est dans le département d'Aboisseau, voilà. Dans la zone d'Aboisseau, voilà. Alors, je dis au copain, tu ne veux pas faire une promotion pour ce mercredi comme ça? Moi aussi, je viens, je te fais la promo. Et puis, entre les promos, je chante des chansons. Il me dit, papa, tu crois? Je lui dis, oui. Alors voilà, je commence. Et la télévision exceptionnelle, le 42 pouces à 200 000 Français. Enfin, tu vois. Oui. Et puis, j'envoyais des chansons. Quand j'envoyais les chansons, j'ai vu qu'il y avait des Ghanéens qui étaient à côté là-bas. Tu sais, chez nous, au Cameroun, on a un petit pidgin là. On a un petit pidgin qu'on se comprend entre les gars du ghetto, tu vois. Et j'ai commencé mon pidgin là. C'était fini. Maintenant, les Ghanéens sont venus me demander aussi de faire leur promo. Oui. Donc, ça commençait 10 000, 10 000, 20 000, 15 000, 10 000. Tac, tac, tac. Tu vois comment on prend l'argent? Si, si. Donc, voilà alors comment je me retrouve sur le marché à faire un bon marché. Alors, je ne sais pas. Les autres artistes, ils peuvent faire ça. C'est ça, justement. C'est ça. Ça dit qu'il faut avoir l'esprit d'initiative, innover, chercher à faire des choses qui peut-être sortent un peu de l'ordinaire, de ce qu'on a l'habitude de faire, qui est de partir négocier sur des antennes d'une chaîne de télévision pour être diffusé. Et forcément, il faut penser à d'autres méthodes. Il faut certainement voir autre manière, comme vous venez de le dire. Ça demande de la créativité, de l'imagination aussi. Quand tu es dans un pays, ce qui est important, c'est que ça soit le peuple qui aime ta musique. C'est ça. Mais moi, quand on faisait ça au marché, mais le peuple, il nous adorait. On était devenus comme des... Je ne sais pas, je ne peux pas t'expliquer. C'était tellement fort. Bien sûr. On aurait dit des formes de prophètes modernes, tu vois, qui passaient dans l'Afrique, quoi. D'accord. Alors, ce que j'aimerais maintenant savoir, vous, on parle de panafricanisme, on parle c'est-à-dire de donner un peu de la valeur à l'Africain, enfin, à ses cultures, à tout cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une certaine classe également de panafricains, hein, on peut le dire, en griffe, mais qui utilisent d'autres méthodes. Ce sont des méthodes qu'on peut peut-être qualifier d'un peu violentes verbalement parlant. Donc, qui passent le temps à fustiger, à blâmer d'autres peuples qu'on ne va pas citer.
mais qui trouvent que le problème de l'Afrique vient toujours d'ailleurs. Le problème de l'Afrique, c'est toujours un problème qui vient d'ailleurs et donc toujours en train de blâmer les autres, blâmer d'autres civilisations, d'autres peuples, tout cela. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de cette méthode, cette manière d'agir verbalement, attaquer voilà, certains peuples pour les problèmes de l'Afrique? Eh ben, c'est compliqué cette histoire parce que y a un problème de compétitivité, il y a un problème de guerre commerciale entre l'Afrique et l'Occident. Oui. Moi, je crois que les Africains, leur problème, c'est qu'ils ne parlent pas assez entre eux. C'est ça. Je prends l'exemple, les Chinois avaient besoin de faire du riz. Mhm. Ils sont venus en Éthiopie, ils ont demandé les terres, les Éthiopiens leur ont donné les terres. Les Chinois ont pris les terres, ils ont fait venir des Chinois pour travailler et ils ramènent tout le riz chez eux. C'est ça. Ils sont venus demander la même chose au Cameroun. On leur a dit, OK, la moitié de la récolte reste au Cameroun et 50% des travailleurs doivent être camerounais. Ils nous ont dit, OK. C'est une question de négociation. C'est ça. Il faut savoir négocier. Négocier, donc, justement. les Africains doivent parler entre eux pour pouvoir mieux... c'est pour ça que le bloc Afrique est important pour se défendre. C'est ça. Parce que c'est une guerre commerciale, c'est une guerre économique. Oui, nous bien sommes sûr. remplis de matières premières. Alors la première chose déjà à faire, c'est éduquer les Africains. Est-ce que vous avez intérêt à vendre vos matières premières? C'est une première question. C'est clair. Est-ce que pour vous, en tant qu'Africain, il y a un intérêt à vendre ce que vous avez dans votre sol? Pour le bien profond de l'Afrique? Ou est-ce qu'au contraire, l'Afrique ne doit pas être un sanctuaire écologique, un sanctuaire pour l'humanité? Oui. Avec des techniques, c'est ça. Par exemple, on parle d'agriculture, par exemple. Quand on a parlé avec les copains, on leur a dit, mais pourquoi vous ne faites pas de la culture vivrière? Vous avez des terres, vous avez des beaux marchés où vous pouvez vendre vos produits. Ils nous ont dit, nos parents le faisaient, mais nous, on nous a incités à faire comme ça. Et là, eux-mêmes ont commencé à réaliser. Et je sais qu'après notre passage, beaucoup d'agriculteurs vont revenir à faire du chou, du navet, du poireau, des pommes de terre, des tomates. Beaucoup vont revenir à la culture vivrière, tout en faisant la culture... ils n'arrêteront pas. Mais ils reviendront à ça. Ça sera la première étape. Maintenant, la deuxième étape. Est-ce que ce que vous faites respecte la forêt sacrée? Ouais. Une autre étape. Peut-être cette étape se fera sur une autre génération, je ne sais pas. Tu vois? C'est pour ça que je te dis, c'est un long processus, c'est long pour faire comprendre les choses. La pollution au plastique. Oui, un autre problème. C'est terrible. Terrible, ouais. Normalement, ça, je te cache pas, j'ai même engueulé mon ami de RTI. Je l'ai engueulé, je lui ai dit, mais il laisse pour moi des émissions qui parlent de ça, que les gens soient conscients que le plastique, là, c'est grave. Oui, nous, on a un ami qui nous a dit qu'il y a 40 ans, il se baignait dans la baie d'Abidjan. Oui, oui. Sans problème, maintenant, tu peux te baigner là-dedans. Non, mais non, c'est pas possible. Bon, on aime notre pays ou on l'aime pas? Alors qu'il y a des décisions, il y a des lois, il y a des trucs qui sont pris pour interdire tout cela, la fabrication, la commercialisation et tout le reste, mais on constate toujours le problème. Je pense que là, c'est une question d'information, c'est une question d'information dans les écoles, d'éducation des enfants, d'éducation, quoi. Oui. Et il devrait y avoir des programmes télévisés qui parlent de ça, spécialement de ça. Mais, alors, les gars qui te disent que c'est toujours l'Occident qui met le problème, est-ce qu'ils ont tort? À qui appartiennent les usines de Abidjan jusqu'à Boisseau? Ça appartient à qui?
C'est clair que ce pas des Africains pour la plupart. Merci. Donc, on se retrouve toujours avec le même problème. Tant que nos dirigeants accepteront pour des raisons économiques de détruire notre terre, nos forêts, notre environnement, notre environnement et leur peuple, que chacun ait un niveau de conscience. Et quand tout le monde commence à être conscient comme ça, bah, Babylone, il ne peut plus rien faire. Oui, c'est clair, c'est clair. Il ne peut plus rien faire. Et la conscience va se faire à partir de l'éducation, de la transmission du message. De la musique, de nos émissions, de la musique qu'on propage, et avec tous les artistes, parce que c'est un combat qui va se faire avec tout le monde, ça. C'est clair. C'est pas une seule personne qui va régler le problème. Hein. Ça, c'est un combat qui va se faire avec tout le monde et avec la consciousness de tout le monde. C'est la vibration. Et quand la vibration, elle est haute, Dieu est là, quoi. C'est clair. Merci beaucoup, Papa Mama Rasta. Alors, comme je l'ai dit, ça a été un très, très grand plaisir d'être avec vous. Et puis, bon, nous espérons que cette interview va permettre de donner des idées à beaucoup de personnes, de penser à beaucoup de choses et puis de passer véritablement à l'évolution de l'Afrique. Merci encore et puis, allez, que Dieu blesse. Merci, one love. C'est là, c'est yeah. Rastafari.